Bonsoir à tous, merci de votre fidélité à nos programmes. Vendredi, nous parlons bien sûr sport dans l'invité pour bien sûr ce numéro. Nous avons sur ce plateau Junior Laris, il est journaliste sportif. En premier lieu, nous allons parler du Togo, 3e édition de les lauriers de la Fédération togolaise de football. Junior, bonjour. Bonjour, bonsoir aussi à tous les téléspectateurs de New York et bonsoir Mathieu. Bienvenue. Alors quand on parle de la nuit les lauriers de football togolais, justement c'est quoi? Les lauriers de football togolais est une initiative de la nouvelle présidence de la Fédération togolaise de football qui a pris les rênes il y a 3 ans, de récompenser tous les acteurs du football togolais, que ce soit au niveau joueur de foot, arbitrage ou encore au niveau féminin. Donc c'est une initiative qui date maintenant de 3 ans, qui va être à sa 3e édition cette année justement. Qui va être à sa 3e année cette année, justement. Est-ce qu'on peut avoir une idée un peu de ce qui va être fait déjà? Déjà, cette année, il y a une grande innovation avec cette nuit du football, la nuit des lauriers du football togolais. C'est que cette année, il y aura une institutionnalisation, une sacralisation désormais de cette nuit des lauriers, puisque l'édition, c'est-à-dire la 2e édition, a été organisée par une institution privée, ce qui a marché, mais la fédération a décidé de reprendre les rênes de cette nuit, de cette récompense, de ce prix-là qu'il est en train d'offrir. Donc c'est la grande nouveauté. Il y aura la récompense du meilleur jeune joueur, par exemple, entre autres. Il y aura la récompense de la meilleure joueuse du championnat féminin. Il y aura aussi l'équipe type. Donc c'est un panel assez copieux qu'offrira la Fédération togolaise. Cette sacralisation-là va prendre en compte aussi le fait que si demain il y a changement de présidence au niveau de la Fédération togolaise, cette nuit-là existera toujours, elle va demeurer, peu importe une sorte de continuité de l'administration comme on le fait en politique. Donc c'est une continuité de récompense de trophées que va consacrer cette 3e édition de la Nuit des Lauriers. Alors justement, quand on en parle bien sûr de cette Nuit des Lauriers de la Fédération togolaise de football aujourd'hui, est-ce qu'on a ces jeunes-là qui ont vraiment émergé au cours du championnat dernier? Il y en a vraiment. Il faut dire que déjà lors de la 2e édition, c'est-à-dire de la célébration de la Nuit des Lauriers l'année précédente, ça a suscité le goût, l'envie là d'aller décrocher ces prix pour les joueurs qui n'ont pas effectivement gagné l'année passée. Donc cette année-là, on peut s'attendre quand même, si seulement au niveau des jeunes joueurs que ça manque un peu d'allant, mais quand même dans l'effectif, que ça soit meilleur buteur du championnat togolais, meilleur buteur du championnat togolais au niveau féminin, il y a quand même des noms à faire valoir. En l'occurrence, par exemple, Thibaut Cludier qui évolue au niveau de l'Espoir FC et qui est aujourd'hui pressenti au niveau du TP Mazembe, le club de Moïse Katumbi. Donc, est-ce à dire quand même la teneur, la qualité de ce championnat togolais, si on peut prétendre aujourd'hui envoyer un joueur du côté du Congo. Oui, encourager bien sûr les gens. Et qu'est-ce qu'on aura vraiment du côté des vieux, en fait, entre guillemets, les éperviers seniors? Il y aura quand même certains qui vont être primés, qui vont être honorés à cette rencontre-là? Il faut noter que ce prix récompense à prime abord ceux qui sont dans le championnat national. Non, pas rien que, mais l'initiative entreprise aujourd'hui par la Fédération togolaise est de susciter l'engouement, cet esprit de compétition positive pour les joueurs qui sont déjà dans le championnat national. Il y a un prix qui récompense par exemple le meilleur joueur togolais évoluant en Afrique. C'est-à-dire, ça ne prend pas en compte le championnat togolais, mais les joueurs qui évoluent par exemple aux Zamalek de l'Égypte ou encore au El Ali du Caire. Et il y a aussi une récompense qui récompense le meilleur joueur togolais évoluant à l'extérieur, c'est-à-dire hors de l'Afrique. Donc il y a une certaine globalité quand même de cette nuit des lauriers là. Donc les joueurs qui évoluent déjà en sélection nationale seront aussi primés. Si c'est Emmanuel Adebayor ou encore Jenny Dakonan qui a été le meilleur sur l'ensemble de la saison 2018-2019, il sera primé lors de cette soirée de la Nuit des Lauriers. Mais attention, il y a aussi de l'autre côté des joueurs qui parfois ne sont ni dans le championnat togolais ni dans le championnat africain. Donc ce qui fait que il y a aussi un prix dénommé prix de la diaspora. Donc ce sont les joueurs qui parfois entre guillemets qu'on a l'habitude d'appeler les binationaux qui seront aussi récompensés lors de cette soirée de la Nuit des Lauriers. Ça montre un peu la globalité, le caractère un peu global de cette récompense que met en place aujourd'hui la Fédération togolaise de football. La date est déjà fixée? La date est déjà fixée, ce sera en août. On a déjà fait une conférence d'avant. Le mercredi, c'était au Mythe Hotel à Lomé. Donc la Fédération
ne blague pas quand même sur cette édition-là, puisque c'est elle, je le rappelle, qui va consacrer la sacralisation, l'officialisation de cette récompense qui sera désormais chose habituelle dans le pays d'Emmanuel Adebayor. En résumé, qu'allons-nous retenir justement pour cette 3e édition de la nuit des lauriers de la Fédération togolaise de football? Ce qu'il faut retenir, c'est que à travers aussi la 3e édition de la nuit des lauriers de la Fédération togolaise de football, il y a aujourd'hui aussi le site officiel de la Fédération togolaise de football qui est créé, qui sera effectif déjà à partir du mois d'août. Et bien sûr animé, hein, animé, pas que ça soit créé. C'est quand même la promesse aujourd'hui des autorités du football togolais, puisque, paraît-il, c'est une sorte de glossaire qui permettrait aujourd'hui à tout individu lambda de consulter l'agenda de tous les clubs évoluant dans tous les districts du football togolais. Et ça veut dire que c'est une lourde tâche aujourd'hui pour la fédération togolaise qui a eu à s'arrimer sur une certaine norme internationale, puisque la fédération, ça fait quand même, il faut le dire, longtemps qu'on attendait qu'il y ait une sorte de repère aujourd'hui pour les journalistes, pour tous ceux qui aiment le football, de pouvoir consulter l'agenda des clubs. Et la deuxième nouveauté aussi, je le répète encore une fois, l'officialisation désormais de cette nuit des lauriers pris par la FTF, qui ne sera plus organisée par une entreprise privée. On l'espère, parce que la fédération, c'est la promesse qu'elle a faite. Donc, cette nuit des lauriers, elle sera spéciale en la manière. D'une nuit à une autre, on va s'intéresser à cette nuit du football africain. Ça commence demain, le mai va vibrer, on va avoir des ténors du football africain, Didier Drogba, les Samuel Eto'o et bien d'autres qui seront. Ils sont déjà là, hein? Oui, un grand contingent est déjà arrivé ce soir à Lomé. Donc, ce sera l'inauguration aussi, il faut le rappeler, du stade de Kégué, qui a été rénové, qui a été relooké. Très joli, pour l'occasion, j'ai eu l'occasion de faire un tour. Je vous assure que vous serez pas déçus. Donc, la nuit du football africain qui pose ses valises à Lomé, qui est un peu à l'égard de ces nuits-là qu'on organise désormais dans le football mondial, où ce sont les entreprises privées qui invitent désormais les joueurs à participer à ces nuits-là. On est en train d'assister quand même à une sorte de privatisation aujourd'hui dans le secteur du football, parce que je fais le parallèle avec la nuit aussi du football mondial qui est organisée à Dubaï par l'entreprise Audi. Donc, c'est-à-dire aujourd'hui une sorte de privatisation extrême du football mondial. Donc, la nuit du football africain à Lomé, que du bonheur pour les Togolais. L'information utile, cette entrée gratuite? Cette entrée gratuite qui, au départ, n'était pas gratuite et qui a été prise en charge, paraît-il, par la présidence de la République togolaise. Donc, le public peut faire massivement... Non, mais c'est confirmé. C'est confirmé. C'est plus conditionnel, c'est confirmé. C'est conditionnel. Tout le monde peut aujourd'hui faire le déplacement au niveau du stade de Kégué pour voir les anciennes gloires de 2006 qui ont amené l'équipe togolaise à la Coupe du Monde en Allemagne. Ils sont là? Ils sont là aussi, parce qu'il y aura un match de gala. Le match de gala... que j'avais vu, ça fait très longtemps. Le match de gala opposera... S'il existe, ces gens-là... C'est aussi l'occasion de les redécouvrir sous un autre angle, plutôt, de voir ce qu'ils sont devenus après leur carrière, notamment après leur brillante épopée de 2006. Un match de gala qui opposera notamment les joueurs qui ont amené le Togo à la Coupe du Monde 2006 face à une sélection mondiale composée d'un pléthore de joueurs mondiaux et autres, qu'on ne peut plus citer, entre autres Didier Drogba, Samuel Eto'o, face aux Adebayor, aux Senaya Junior, aux Olu Fadé, aujourd'hui qui sont devenus entraîneurs, et d'autres qui sont devenus consultants, d'autres qui sont devenus... Et d'autres qui n'ont pas encore terminé leur carrière. Ce sera du boom demain au stade de Kégué. Emmanuel Adebayor en l'occurrence, qui n'a pas encore terminé sa carrière, mais qui fait partie de cette épopée de 2006 qui a amené le Togo à la Coupe du Monde en Allemagne. Alors l'information utile également à retenir à ce niveau, c'est que l'entrée est gratuite, c'est pas payant. Il faut que les gens soient vraiment dans les normes et puis éviter de payer de petits sous à gauche et à droite pour avoir accès, bien sûr, au stade de Kégué, qui a été rénové, très très joli, si vous faites un tour. Voilà. On va s'intéresser, bien sûr, maintenant au Maroc. Et après, cette canne-là, avec toutes les surprises, Hervé Renard annonce sa démission. Il le fallait, non? Je dirais que je suis à la fois surpris et pas surpris. Je suis surpris. Oui, je suis surpris. Mais quand on a vu un Maroc qui vraiment a été déchu par le Bénin... Je suis surpris dans le sens où le Maroc, certes, elle a échoué face au Bénin, mais c'est une équipe qui a du devenir.
qui a du potentiel à développer. Sur ce terme-là, je crois que oui, mais il faut marquer. C'est une équipe qui a de la progression. Oui. Dans ce terme-là, je pense que le Maroc, lâché aujourd'hui par Hervé Renard, c'est une surprise, à mon sens. Maintenant, je suis pas surpris parce que Hervé Renard, on le sait, c'est un gagneur. Déjà qu'il avait amené cette équipe des Lions de l'Atlas à la Coupe du Monde en 2018 en Russie. Et on a vu le couac qu'a pris cette équipe, notamment face à une équipe iranienne, face à laquelle elle était déjà favorite. Donc c'est un bis repetita un peu de ce match face à l'Iran, match inaugural de la Coupe du Monde 2018 pour les Marocains qui avaient perdu dans les toutes dernières minutes 1-0 face à la République islamique d'Iran. Et bis repetita aujourd'hui en huitième de finale face au Bénin, cette équipe marocaine qui n'arrive pas à battre une équipe béninoise face à laquelle elles ont été annoncées largement favorites. C'est-à-dire que ce Maroc-là... C'était l'équipe la plus favorite. Et quand on voit un peu le schéma de cette CAN-là, on ne s'attendait pas vraiment à voir une Algérie remporter cette coupe-là. On misait beaucoup plus sur Maroc. Pris individuellement, l'équipe marocaine proposait beaucoup plus d'à propos pour remporter cette coupe-là que par exemple une équipe tunisienne ou une équipe algérienne qui finalement finit championne d'Afrique. Donc je disais tantôt que cette équipe marocaine, quand elle est annoncée favorite face à des équipes qu'il doit normalement battre, il a ce problème mental-là de ne pas avoir arrivé à surpasser, à avoir ce surplus psychologique face à ces équipes-là. Ça a été le cas face à l'Iran en 2018 en Coupe du Monde. Ça a été la répétition face au Bénin en 2019 à la Coupe d'Afrique des Nations. Hervé Renard quitte le bateau marocain. Je pense que c'est une grosse perte. Les conséquences pour cette équipe-là. C'est justement là où j'allais rebondir. C'est une grosse perte aujourd'hui pour le Maroc parce que Hervé Renard... On a plein d'entraîneurs aujourd'hui qui s'imposent également. C'est vrai qu'on a plein d'entraîneurs, mais très très bien. Quand on voit un entraîneur national qui a bien sûr fait un beau jeu avec ses joueurs à cette CAN-là, l'équipe algérienne, un peu celle du Sénégal, on se dit mais vraiment a-t-on besoin des entraîneurs étrangers? C'est là aussi ce problème-là qui se pose, cette question-là, qui revient très souvent. C'est vrai qu'il faut aujourd'hui relancer le débat. Il ne faut pas faire la politique de l'autruche et dire il faut chaque fois engager des entraîneurs français, des entraîneurs belges. Mais la réalité aussi, elle est celle-là. C'est que ces entraîneurs africains, pour la plupart qui réussissent sur le continent, ont fait leur formation en France. Donc c'est aussi une sorte d'exportation aujourd'hui de la matière intellectuelle, sportive, voilà, de la compétence sportive française aujourd'hui à travers ce pléthore d'Africains aujourd'hui à la tête des sélections africaines et qui réussit d'ailleurs. Donc je disais, le Maroc aujourd'hui c'est une grosse perte pour lui aujourd'hui d'avoir perdu Hervé Renard parce que vu la configuration de cette équipe marocaine très technique, très à l'aise balle au pied, elle a aujourd'hui besoin d'un entraîneur, d'un certain, je pourrais dire, Jamel Benbadi aujourd'hui, puisque c'est la jurisprudence, c'est lui qui a amené cette équipe algérienne sur le toit de l'Afrique. Elle a besoin d'un entraîneur qui puisse lui mettre un peu le charbon aux fesses, comme on le dit, permettez-moi l'expression, pour pouvoir aujourd'hui avoir ce défi physique-là, parce qu'en Afrique, la technique seule ne suffit pas, il faut aussi avoir réussi à lever son niveau physique pour pouvoir prétendre aujourd'hui à atteindre le dernier carré d'une Coupe d'Afrique des Nations, par exemple. Il a annoncé sa démission, mais est-ce que c'est déjà accepté ? Pas vraiment, on peut toutefois le garder, non? C'est vrai que de manière officielle, rien n'est encore contractuel, puisque son contrat court jusqu'en 2022. Maintenant, quand on sait que Hervé Renard a une cellule de communication assez professionnelle, si moindre doute il y a, je crois que la cellule de communication d'Hervé Renard aurait déjà démenti cette démission-là. Aujourd'hui, c'est silence radio de la part de l'équipe de communication d'Hervé Renard. Et c'est-à-dire que c'est quand même une information qui risque d'être officielle dans les prochains jours. Quitter le Maroc, oui, mais quel avenir pour Hervé Renard lui-même? Hervé Renard, quand on se rappelle que déjà il a essayé en Ligue 1 de prendre la tête du Lille Métropole et que ça n'a pas trop souri, je crois qu'aujourd'hui c'est un entraîneur à ses côtés, que ce soit au niveau continental ou au niveau européen, de pouvoir prendre les rênes soit d'une sélection nationale ou peut-être, pourquoi pas, d'un club. Sélection nationale, vous le voyez entraîneur des Bleus? Non, pas tout de suite, parce que c'est très fort au niveau de Clairefontaine. Aujourd'hui, on a Didier Deschamps qui a le vent en poupe. Déjà, après avoir remporté la Coupe du Monde 2018 et d'avoir fait aussi la finale de l'Euro 2016, qui prépare aussi l'Euro 2022, 2020 déjà. Donc, je crois que ce serait trop risqué aujourd'hui du côté de Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, de changer la tête aujourd'hui de l'équipe française et d'amener Hervé Renard, qui plus est échoué en huitième de finale avec le Maroc. D'un sujet à un autre, ce football qui fait des millions et des milliards de chiffres d'affaires. Nous sommes comme ça en Espagne, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires de 2018
à 2019 pour le FC Barcelone. Comment cela a été possible? Avec les éperviers aussi, c'est possible au Togo? On n'est pas dans la même configuration qu'avec les éperviers. Mais on n'est pas habitué à aller au terrain à faire certaines choses, non? Oui, quand même, on n'est pas... Déjà, il faut savoir que le football, le sport est conçu... Il faut qu'il y ait les entrées, tout ça. Il faut aussi avoir l'esprit que le football est consubstantiel dans la politique financière et économique de tous les États. Aujourd'hui, pris financièrement, l'Espagne, qui fait partie de blocs financiers, à savoir l'Union européenne, qui pèse à elle seule la deuxième économie mondiale, on ne peut pas le comparer quand même à un football togolais, à une économie togolaise. Je m'en garde des mots. Donc, on n'est pas dans la même configuration aujourd'hui. Qu'à cela ne tienne, le FC Barcelone, comme sa devise le dit, mais ce qu'est un club, plus qu'un club, c'est plus qu'un club aujourd'hui, le FC Barcelone. C'est une identité. Quand on sait les velléités de sécession qu'ont couru l'Espagne avec la sécession de la Catalogne, avec un Carles Puigdemont, je ne veux pas revenir sur l'histoire. Donc aujourd'hui, le FC Barcelone, c'est plus qu'un club de football, c'est une institution, c'est un mode de vie. Donc 1 milliard de chiffre d'affaires, ça ne m'étonnerait. 1 milliard d'euros. Hein. 1 milliard d'euros, il faut le préciser, parce que c'est pas des francs CFA. 1 milliard d'euros, converti en CFA, ça fait quelques 700 milliards presque de francs CFA. C'est beaucoup d'argent, ça fait beaucoup de fois le budget de beaucoup de pays africains. Après ce jeu beau là qu'on voit très souvent, c'est toute une industrie financière derrière. Il faut pas se tromper. Les investisseurs derrière ne sont pas là pour le beau jeu, ils sont là pour le nerf de la guerre qui est l'argent. Donc c'est ça l'objectif principal de tout club, c'est aujourd'hui de pouvoir renflouer les caisses. Et si le FC Barcelone arrive à faire 1 milliard de chiffre d'affaires, je crois que c'est tout bénéf pour cette équipe-là, même si on sait que les 5 dernières années n'ont pas été trop fameux pour cette équipe barcelonaise. Il y a une marque aujourd'hui au niveau du FC Barcelone, c'est la marque Lionel Messi, et c'est à cause de lui que des millions de touristes font aujourd'hui le déplacement sur la Catalogne pour assister à chaque week-end au match du FC Barcelone. Tiens, il y a un magazine espagnol qui a publié, ça date de 2017, que le club le plus représentatif de l'identité barcelonaise aujourd'hui, c'est l'Espagnol Barça, qui est l'autre club de Barcelone, puisque les vrais Barcelonais arrivent à se payer des places au stade et suivre les matchs du Espagnol Barcelone. Alors que le Football Club Barcelone, aujourd'hui, quand vous voyez les sièges, c'est occupé par des Japonais, des Chinois qui sont des touristes qui viennent en villégiature sur la Catalogne et prendre de l'air. Donc, c'est très cher aujourd'hui de se payer une place au Camp Nou. Vous verrez, vous aurez l'occasion de le constater lors des matchs du FC Barcelone, l'ambiance morose qui règne au stade lorsque le FC Barcelone joue au football. Mais quand on voit un peu le jeu qu'a livré le FC Barcelone, tout récemment, on se dit finalement, c'est quoi ce mythe-là, par Messi? Messi, d'aucuns prétendent que c'est le meilleur joueur de tous les temps. Donc, chaque seconde vécue, bien passée sur le terrain par ce joueur est immortalisée et il faut bien le vendre. Le FC Barcelone, il faut se rappeler, le FC Barcelone dans les années 2000, voire 90, n'était pas ce FC Barcelone-là, même s'il produisait du beau jeu, avec un certain Johan Cruyff, le Hollandais qui a fait les belles heures du FC Barcelone. Aujourd'hui, le FC Barcelone, entre 2006 et 2019, a gagné jusqu'à plus de 3 Ligues des Champions. Et ça dirait aujourd'hui que le club là est rentré dans une nouvelle dimension. D'autant que ce club s'investit aujourd'hui dans la politique espagnole et on a vu les sorties médiatiques, notamment de leur joueur Gérard Piqué, qui a pris des positions lors du débat entre la Catalogne et l'Espagne. Voilà. Alors, dans chaque équipe à travers le monde, on a toujours un joueur, un meilleur. Nous en avons également chez nous. Pourquoi ne pas vendre cette personne-là, ce joueur-là aussi cher comme dans ces pays-là? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec ceux-là qui sont au devant de cette scène-là? Le problème africain aujourd'hui, comme je l'ai dit tantôt, c'est que le sport est consubstantiel. Adebayor n'est pas n'importe qui. Adebayor n'est pas n'importe qui. Ah oui. Adebayor a gagné la plupart de son portefeuille. Non, tu un voyage quelque part, mais quand tu donnes certains noms, on se dit, mais bon. Quand tu dis Adebayor, on dit, ouais. C'est le Togo. Ouais. Aujourd'hui, le portefeuille financier qu'a Adebayor, il a gagné la plupart, en l'étranger, notamment en première ligue, en Angleterre. Le championnat togolais, le joueur le plus payé du championnat togolais par rapport au joueur le plus payé du championnat anglais, on n'a qu'à faire le parallèle. Le problème aujourd'hui au niveau de ce football africain-là, c'est aussi un problème de formation. La formation à la base, elle est faussée. Si aujourd'hui on laisse des joueurs comme, je sais pas, Alexis Romao ou encore Jordan Amavi, qui était franco-togolais, qui évolue du côté de l'Olympique de Marseille, ou encore Corentin Tolisso, qui était champion du monde avec l'équipe de France, qui est d'origine togolaise et qui
lorsqu'il a été approché par la sélection togolaise. Il y a d'autres qui disent que Tolisso n'est pas vraiment bon. Entre-temps, voilà. Tout débat laissé, c'est qu'aujourd'hui, on a la conscience que, par exemple, quand vous prenez le panorama de cette équipe française qui a gagné la Coupe du Monde en Russie, la plupart des joueurs sont d'origine africaine. Le président Obama ironisait lors des journées Mandela en disant que l'Afrique a gagné la Coupe du Monde de football. C'est dire aujourd'hui que la formation à la base, elle est faussée. Et c'est là qu'on doit repenser nos politiques sportives, je le précise, pour pouvoir aujourd'hui attirer les médias vers des championnats africains qui sont de plus en plus reluisants. Le dernier sujet de cette rencontre de ce soir, dont l'invité, mais ceci, vous venez à peine de le choisir, vous regardez New World Info 1, et c'est le moment, bien sûr, de l'invité sport. États-Unis, Cristiano Ronaldo, quand on parle de Messi, à côté, on a forcément Cristiano Ronaldo, pas forcément sur le terrain, mais qui ne sera pas poursuivi pour son affaire de viol. Comment tout cela a été possible comme ça? On dit, voilà, le monsieur, il a fait telle chose, et du jour au lendemain, on dit, c'est fini, il n'y a plus ça, on ne le poursuit plus. Il faut savoir aussi que ce football-là, pour ceux qui ont eu l'occasion de suivre le football depuis les années 2010 et la chute notamment du président Blatter à la tête de la FIFA, que dans ce football-là aussi, il y a une diplomatie de fond, il y a une géopolitique qui s'organise dans ce football-là. Il y a certes la scène qu'on voit tous les soirs avec les championnats du monde, les championnats espagnols, anglais ou les grands championnats européens, mais dans ce football-là, il y a une géopolitique de fond. Blatter a été déchu à la tête de la FIFA, Platini s'en est suivi. Après, il y a eu un blanchiment. On ne sait pas comment ça s'est fait. Aujourd'hui, tout récemment, on a vu avec Ahmad Ahmad. Ahmad Ahmad aussi, voilà, qui a été interpellé à Paris. Le président de la CAF, ce n'est pas rien. Et maintenant, Cristiano Ronaldo, qui a été inculpé d'une affaire datant de 2010, et juste après son départ de Madrid. Il ne faut pas oublier que juste avant cette affaire de viol présumé, je le rappelle, de viol présumé, puisqu'on est toujours dans la présomption, il y a eu une affaire avec le fisc espagnol où Cristiano Ronaldo a été sommé de payer plusieurs millions d'euros contre un emprisonnement. Il y a eu une peine qui a été commuée en paiement de dommages et intérêts, qu'a payé la grosse somme qu'a payé Cristiano Ronaldo. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui s'organisent au fond et que nous, les spectateurs ou encore nous, les journalistes, qui dans nos cellules, on spécule beaucoup et on ne sait pas comment ça arrive. Même s'il y a de l'argent à côté, mais tout cela c'est facile quand on sait que c'est depuis 2010 et puis l'affaire surgir vers 2018, 2019 et du coup c'est pas trop facile ça. C'est pourquoi je dis j'ai resitué un peu le contexte temporel de cette affaire-là. C'est conséquent, ça s'est suivi juste après le départ de Cristiano Ronaldo de l'Espagne, de Madrid. Donc si on peut faire un peu la collusion entre le départ de Cristiano Ronaldo du Real Madrid et cette affaire présumée de vol, on peut dire aujourd'hui qu'il y a une certaine diplomatie de fond, comme je le dis, qui se joue au fond de cette affaire-là. Attention, on ne va pas donner des informations auxquelles on n'est pas sûr parce que c'est une affaire très sensible. Nike a vu son chiffre d'affaires chuter. Je le rappelle, juste après l'annonce de cette affaire de Cristiano Ronaldo, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, Cristiano Ronaldo est une marque qui est aujourd'hui vendue par la marque américaine. Donc attention, il ne faut pas trop vite partir en besogne dans ces affaires-là. Il faut rester très prudent dans l'interprétation parce qu'il y a l'information qu'on reçoit et l'information réelle. Pourquoi souvent avec ces stars-là, on a toujours ces soucis-là, affaires de viol, de voilà. Il n'est pas le seul. Il faut savoir aussi, il y a un dicton qui dit chez nous en Afrique que lorsqu'un oiseau dure trop longtemps sur un arbre, il appelle le caillou. Donc Cristiano Ronaldo aujourd'hui, il est aujourd'hui au sommet du sport mondial du football, plus de 10 ans. Donc c'est sûr que ces affaires-là, il en aura. Neymar en a eu récemment dans une affaire présumée de violence avec une femme qu'il aurait invitée à Paris. Il y a beaucoup de ces affaires-là qui, chaque fois, résurgissent et entachent un peu l'image des stars de football, de sport. À eux d'être assez intelligents et d'avoir une cellule de communication très diligente et ne pas faire des erreurs. On se souvient de la plus grande tragédie de sport avec Michael Schumacher qui a été accusé de dopage après 7 Tours de France remportés. Julien Laris, on va récapituler. Pour le Togo, 3e édition, la nuit des lauriers du football togolais, c'est quand ? La nuit des lauriers du football togolais, c'est en août. Le 4 août, rendez-vous est pris au Grand Rex de Lomé pour ceux qui veulent participer ou assister à cette nuit des lauriers qui récompensera les meilleurs joueurs à la fois sur le plan national et sur le plan extérieur qui évoluent togolais.
L'autre information utile de ce week-end, c'est la nuit du football africain qui aura un pléthore de stars, d'invités qui sont déjà là, qui sont déjà là, de footballeurs africains et étrangers, puisque on note aussi la présence de Thierry Henry, le meilleur buteur de l'histoire du football français en sélection. Donc c'est un pléthore de joueurs qui sera là aussi pour l'inauguration du stade de Kégué qui sera fait demain samedi. L'entrée est gratuite et la nuit de gala qui aura lieu au Grand Rex à l'hôtel 2 février de Lomé. Annonce de démission de Renard au Maroc. L'avenir n'est pas aussi certain pour le football marocain. L'avenir encore plus sombre pour le football marocain avec cette génération d'ouvriers-là et qui va voir partir aujourd'hui l'un des plus grands techniciens, pourquoi pas du football africain, puisqu'il a son actif de Cannes au Maroc aujourd'hui, de pouvoir orienter sa politique sportive vers quelque chose de plus concret, parce que c'est aussi une priorité du roi marocain Mohamed VI qui veut aussi voir passer par cette diplomatie du sport-là pour attirer les revenus. Après ce beau jeu-là qu'on voit à la télé très souvent, le football, c'est toute une industrie. C'est toute une industrie derrière. Oui, on est en Espagne, FC Barcelone. Le FC Barcelone qui fait 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires, ce n'est pas rien. Et à côté de ça, Cristiano Ronaldo aussi qui a été abandonné dans sa poursuite. Donc toute cette machine-là qui aujourd'hui booste ce sport qui fait partie aujourd'hui de la politique financière des États européens et mondiaux. Junior Laris, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie. Ça a été un plaisir de faire ce plateau ce soir encore dans New York d'Info. Merci. Alors, je rappelle bien sûr que vous êtes bien sûr journaliste sportif. Messieurs, on va devoir marquer une pause. L'info, juste derrière, regard croisé.